Il est 15 heures aux États-Unis, 19 heures en temps universel partout au Mali. Fidèles téléspectateurs de Chérif La TV, partout où vous nous regardez, bonsoir et bienvenue. Dans cette édition, voici l'unique titre de votre journal. La Fédération nationale des exploitants forestiers du Mali boucle sa tournée régionale à Sikasso dans le cadre de la campagne nationale de reboisement. Vous en aurez plus de détails dans le courant de cette édition. Bonsoir. Des Kaya à Bamako en passant par Mopti à la 5e région administrative du Mali, voilà, la Fédération nationale des exploitants forestiers du Mali bouclera sa tournée de reboisement dans la région de Sikasso. C'était le samedi dernier en présence des responsables des différents cercles de la région. Voici les détails de nos envoyés spéciaux à la Hamidou Badini, c'est l'Uniaré. C'est dans une ambiance festive que les membres de la délégation sont accueillis à quelques encablures de la ville de Sikasso, plus précisément dans la commune rurale de Natien. Les mots de bienvenue et de remerciement sont formulés par les notables et autorités communales de la localité. Vraiment, je n'ai qu'à saluer tout le monde. Bon, vraiment, c'est une bonne initiative et que l'initiative est bienvenue à Sikasso. On souhaite que ça ne soit pas la première fois et la dernière fois. On souhaite que ça soit continu. 7 hectares en tout ont été exploités dans la région de Sikasso, plus précisément dans les cercles de Kadiolo, Kolondieba, Bougouni, Koutiala, Yorosso, Yanfolila et Sikasso. Vraiment, moi je suis très ravi. Je suis très ravi pourquoi vraiment la population est sortie très massivement. Il nous a accueillis vraiment comme un seul homme. Donc tout ce que nous avons entamé maintenant comme travail, vraiment, il nous a vraiment accompagnés maintenant jusqu'au dernier degré. Le travail a été une réussite 100%, je veux dire. Donc maintenant, parce que vraiment, personne n'a été épargné à ce travail-là. Il nous a accompagnés du début jusqu'à la fin. Donc vraiment, cela m'a beaucoup émis. Donc je dis vraiment que vraiment, je suis très très ravi vraiment de ces travaux-là. En réitérant sa disponibilité et son accompagnement dans de telles initiatives, le chef de cantonnement des eaux et forêts de Sikasso n'a pas manqué d'inviter la population à prendre soin des espèces plantées sur une surface déjà clôturée. Nous remercions vraiment les initiateurs de ce projet et ceci dénote de leur patriotisme. Vous savez, chaque année, pendant la période de bonne saison, alors il y a ce qu'on appelle le lancement de la campagne nationale de reboisement. Elle a été effectuée le 28 passé. Alors c'est une suite logique des différentes activités aussi qui se déroulent dans les régions et au niveau des cercles, et délocalisées même au niveau de certaines communes. Alors nous saluons et nous remercions vraiment les initiateurs de ce projet. Et c'est une action qui va droit au cœur et nous sommes disponibles à les appuyer dans ce domaine. Alors nous souhaitons assez que ce soit une action qui soit continue et dans le temps, et nous allons nous évertuer à protéger et à suivre cette action, ce reboisement qui est derrière nous, pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Des danses du terroir ont agrémenté l'étape de Sikasso. Vivement d'autres initiatives du genre pour un Mali vert et luxuriant. L'actualité politique, c'est ici à Bamako. On en parle dans cette édition. Les bureaux nationaux du Parti Mouvement pour le Mali, en abrégé, MPM, a organisé un point de presse pour donner sa position sur la situation sociopolitique du pays. C'était ce jeudi 3 septembre 2020 au siège du parti à Boulkassoumbougou, en commune 1 du district de Bamako. Reportage Boubacar Traoré, Fousseini Keita. Après le coup de force du 18 août dernier ayant abouti à la démission du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali se trouve toujours dans une situation d'impasse. En vue de pouvoir sortir dans cet état, le parti MPM apporte ses propositions à travers une déclaration. Nous pensons qu'après tout ça, obligatoirement, si nous voulons tirer de toutes les leçons que nous avons eues en 2012, en 91, et en 2020, nous sommes obligés d'avoir une transition neutre. Pas un homme politique, pas quelqu'un qui peut avoir des ambitions même après.
Et la politique, chacun doit se préparer pour les élections à venir. Pour moi, la transition, ça dépend de dans quel contexte nous mettons notre transition. Nous sommes dans le pays au nord du pays, au centre du pays, même au sud du pays, il y a l'insécurité qui grandit. Donc pour faire face à cette insécurité, et si on doit faire encore des réformes, et nous sommes obligés d'avoir une transition un peu plus longue. Et pour avoir une transition un peu plus longue, il faut que l'Assemblée nationale soit là pour accompagner la transition comme en 2012. Accompagner en faisant les réformes, en votant aussi une amnistie pour les événements de tous ceux qui sont du 10 à nos jours. Si cela n'est pas accepté, la deuxième proposition que nous avons, dans 6 mois, organiser une élection législative, donc une nouvelle Assemblée nationale va être là encore pour faire les réformes. En ce moment, la transition obligatoirement va être plus longue parce que dans le premier cas, nous pouvons aller à une transition de 18 mois. Mais dans le deuxième cas, si les élections doivent se faire dans 6 mois pour élire une assemblée, pour accompagner encore la transition en faisant les réformes, et en ce moment, ça va aller de 2 ans ou plus. Dans le cas contraire, si nous voulons aussi se débarrasser de cette assemblée totalement et aller à une assemblée constituante, comme les gens le disent tous les jours. En 1958, précisément le 24 septembre 1958, est créée la République soudanaise, la République du Soudan. Et la République du Soudan, l'Assemblée nationale qui était là, a été régie à une assemblée constitutive provisoire. Pourquoi? Parce que les députés qui sont élus, qui sont là, on ne peut pas avoir plus légitime que ces députés. Donc, cette assemblée peut se transformer à une assemblée constitutive. Ça, c'est la troisième proposition que nous faisons. Et la quatrième proposition, c'est faire une transition juste à la tête. Un militaire ou un civil neutre et Premier ministre également la même chose, et gérer par ordonnance et faire une transition de 12 mois uniquement pour organiser les élections, sécuriser pour la sécurité et organiser les élections. En tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale dissoute, je demande à la CNSP de libérer le président de l'Assemblée nationale, ancien président de l'Assemblée nationale. Donc pour moi, et libérer tous les détenus. Enfin, le président du parti MPM appelle les uns et les autres à se pardonner afin de bâtir un Mali nouveau. Autre volet de l'actualité de ce vendredi 4 septembre 2020. Le ministère de la Culture a initié une formation des membres du réseau des communicateurs traditionnels, en abrégé RECO-TRAD, les superviseurs de la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation contre la Covid-19 avec l'appui de l'aménagement et l'UNESCO. Les travaux de cette formation ont débuté ce jeudi 3 septembre 2020 au Musée national de Bamako. Abdelkarim Sako et Abdoulaye Sougodougou y étaient, suivant leur compte rendu. Issus des 6 communes du district de Bamako, de Kati et de Kalabankoro, ils sont 25 communicateurs traditionnels à bénéficier de la présente session de formation sur la campagne de sensibilisation contre la pandémie du coronavirus. Dans la mesure où aucun traitement médical n'est encore trouvé contre la maladie à coronavirus, le respect des mesures barrières demeure jusqu'à preuve du contraire le seul moyen de se protéger et de protéger les autres. Selon les organisateurs, les gens auraient tendance de ne plus respecter ces mesures barrières. C'est ainsi que cette formation se fixe comme objectif de former les communicateurs traditionnels afin qu'ils soient des sensibilisateurs auprès du grand public pour le respect des mesures barrières édictées par les autorités. Les partenaires de l'aménagement de l'UNESCO, des systèmes des Nations Unies,
ont pris la décision d'accompagner le ministère de la Culture pour sensibiliser la population malienne pour que réellement les Maliens comprennent que la maladie est là et on doit faire attention. Et on a constaté que les Maliens ont commencé à baisser la garde, à baisser le respect des mesures barrières. C'est pourquoi on a fait venir aujourd'hui 25 communicateurs traditionnels répartis entre les 6 communes du district de Bamako, de Kati et de Kalabankoro pour les former dans l'explication à la population du respect des mesures barrières, du port des masques, du lavage des mains, pour qu'à partir du 14, ils vont faire les 6 communes du district de Bamako et de Kati et de Kalabankoro pour expliquer à la population. Ne baissons pas la garde parce que la maladie est encore là. Et vous savez, avec les voyages des avions, des cars, des trucs, les gens font des va-et-vient, donc la contamination devient encore plus facile. Dans le temps, on avait fermé les frontières, il n'y avait pas d'avion. Mais maintenant, les gens viennent. Et tenez-vous bien, maintenant, il y a des porteurs sains qui ne manifestent pas d'autres signes. Donc c'est pourquoi on va former nos gens pour faire le porte-en-porte, sensibiliser la population malienne à continuer à porter les masques, à continuer à laver les mains correctement au savon, à respecter les distances d'1 mètre entre les gens. Même dans les salles de réunion, il faut que ces distances réglementaires soient respectées. Dans la rue et partout, sur les terrains de football, dans nos salles de théâtre, les gens peuvent venir, mais il faut respecter les mesures. Parce que cette maladie-là n'a pas de vaccin. Le seul remède, c'est de respecter les mesures barrières édictées par le ministère de la Santé. Eu égard de l'importance de l'objectif de la formation organisée par le ministère de la Culture, avec l'appui de la MINUSMA et l'UNESCO, environ une centaine de communicateurs traditionnels y ont effectué le déplacement. À présent, faisons un aperçu toujours sur la situation sociopolitique du pays. Après le report de la première tentative, le CNSP, le Comité national pour le salut du peuple, convie l'ensemble des Maliens, classes politiques ainsi que les forces vives de la nation à des concertations nationales le week-end en vue de la formation d'un gouvernement de transition. Qu'en pensent nos concitoyens et quelles sont les chances de réussir ces nouvelles assises? Mariétou Diallo et Ibrahim Koulibaly ont baladé leur micro dans certains quartiers de Bamako. Suivons leur reportage. CNSP, transition, concertation, ces mots font la tendance au Mali. Ils sont sur les lèvres de tous les Maliens. Concertation, oui, le CNSP s'y attelle et elle s'impose pour une sortie rapide de crise. Prendront part à cette activité, selon le communiqué du CNSP, les partis politiques, les organisations de la société civile, le M5-RFP, les groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger et les mouvements de l'inclusivité, les organisations syndicales, les associations et fêtières de la presse, ce qui confère à ces concertations son caractère inclusif. Ces rencontres ont pour objectif de convenir de la feuille de route de la transition, de définir l'architecture et les organes de la transition et enfin contribuer à l'élaboration de la charte de la transition. Une phase de transition par essence est un moment de dialogue. Il faudrait que l'on organise le pays et que l'on s'entende sur les grandes réformes. Ce type d'échange est une bonne chose en soi. Cela veut dire que le CNSP ne s'est pas fermé, ne s'est pas recroquevillé vraiment sur lui-même, mais plutôt à souhaiter discuter avec tous les Maliens. Une nouvelle phase s'ouvre pour notre pays. Elle doit être pensée et écrite avec tout le monde. Nous devons nous inscrire dans une inclusivité, l'inclusivité la plus totale. C'est comme ça qu'on peut arriver à relever le pays, parce que ce qu'il y a aujourd'hui, l'objectif qu'il faut atteindre, c'est relever bien entendu le pays. Une concertation, ça permettra quand même d'impliquer tous les acteurs politiques, tous les fils du pays, de se prononcer et de donner leur point de vue par rapport à la gestion du pays. Qu'en est-il de la participation du mouvement M5-RFP à ces concertations nationales? Le M5 va participer ou pas, je ne peux pas répondre à cette question. C'est au M5 de répondre une fois que les invitations vont arriver en bonne et due forme. Mais ce que je peux vous confirmer ici au niveau de votre caméra, c'est que le contact est bien établi entre le comité stratégique du M5 et les acteurs du CNSP pour échanger et avancer ensemble, main dans la main. Le M5 a fait des propositions sur l'architecture de la transition, comment il voit la transition. La crise multiforme au Mali aura touché tous les secteurs. Propositions pour une sortie rapide des crises, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, nous devons aider le Mali. Donc la transition, je pense que la présidence peut être un civil, pourquoi pas aussi un militaire à la retraite, mais un civil. Parce que je me dis que cela va nous mettre en conformité
avec la CEDEAO. La seconde phase, pour moi, la Constitution, elle est là. Donc cela veut dire que les trois grandes institutions, qui est l'institution président de la République, l'institution primature et l'institution, bien sûr, Assemblée nationale, nous devons faire en sorte que ces trois grandes institutions soient remplacées pour que ce vide constitutionnel, nous puissions rapidement le combler et créer, pourquoi pas, une autre république. Je pense aujourd'hui qu'on peut créer un conseil national de transition. Je pense aussi qu'au-delà, nous devons parler entre nos politiques. Quand la case familiale brûle, est-ce qu'on a le temps parfois de dire qui a mis le feu, qui a fait ci? Je crois d'abord qu'on éteint le feu. Et à partir de ce moment, on se met sur la table pour dire ce qui a été fait, ce qui doit être puni. Donc dans la phase actuelle, moi je pense que nous devons aider le CNSP d'abord en nous mettant ensemble, nos classes politiques. Relever le pays passe forcément par une transition réussie, une transition inclusive. Donc qui dit transition inclusive, les phases préparatoires pour aller vers cette transition inclusive, nécessairement et indispensablement doit se faire avec l'ensemble des acteurs. Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent prendre part à cette phase-là qui s'ouvre, à savoir la phase des concertations nationales. Et je pense que nous devons sortir du débat qui consiste aujourd'hui à dire c'est nous, c'est pas les autres. Moi je pense que c'est tout le monde, c'est l'avenir du Mali dont il est question, nous devons l'écrire. Le M5 a lutté du mois de mai au mois d'août, le 18 précisément, où la lutte a été parachevée. Il l'a fait pour le pays. Il l'a fait pour un objectif précis. Ce n'est pas pour lui, mais c'est pour le pays. Le groupe d'officiers supérieurs qui sont rentrés dans la danse et qui ont fini par comprendre et penser comme le M5 en posant l'acte qu'ils ont posé, qui a été salué par tout le peuple malien, l'ont fait aussi pour le pays. Donc tous ceux qui agissent bien entendu pour le pays doivent se retrouver et se dire que c'est tous les acteurs qui doivent participer. Donc je mets le curseur, j'insiste sur le caractère inclusif de ces concertations-là. La mise en place d'un gouvernement de transition rapidement. Moi, je crois qu'il faut que les militaires putschistes s'assument. Que la transition soit gérée par un civil ou que la transition soit gérée par un militaire, de toute façon, c'est les mêmes Maliens. Mais il faut que la transition soit bien gérée et qu'on aille plus rapidement parce que les Maliens, vraiment, ils attendent beaucoup. Les attentes sont très grandes. L'événement sera placé sous la haute présidence du colonel Assimi Goïta, président du CNSP, les 5 et 6 septembre 2020 au Centre international de conférence de Bamako. En tout état de cause, il revient aux acteurs politiques d'impulser véritablement un changement dans la conduite des affaires publiques et politiques. Cela passera nécessairement par une remise en cause de l'ensemble de la classe politique, le renouvellement du leadership, l'instauration de l'état de droit de manière intégrale et effective. En ces concertations nationales, les Maliens y fondent beaucoup d'espoir, ensemble pour une transition réussie. À présent, nous allons feuilleter la toile pour connaître ce qui se passe actuellement. C'est avec Moussa Fomba, en plus bref en image. Regardons. En Guinée, le président sortant Alpha Condé a définitivement mis un terme à des mois d'ambiguïté en confirmant sa volonté de briguer un troisième mandat, malgré une contestation qui a coûté la vie à des dizaines de civils. À 90 ans, Alpha Condé, premier président guinéen élu démocratiquement en 2010, sera candidat au scrutin du 18 octobre prochain. Première étape de cette décision controversée, le dépôt ce jeudi 3 septembre de son dossier de candidature devant la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, pour le moment, les ténors de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et Lansana Kouyaté, n'ont toutefois pas encore indiqué qu'ils comptaient affronter Alpha Condé dans les urnes ou boycotter le scrutin. Toujours dans les mêmes registres électoraux, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan, Guillaume Soro et Laurent Gbagbo ont déposé lundi leur dossier de candidature à la présidentielle ivoirienne du 31 octobre prochain. Pourtant, les deux poids lourds de la politique ivoirienne ont tous deux été radiés des listes électorales. La raison, ils ont tous les deux été condamnés à 20 ans de prison par la justice ivoirienne sans qu'ils n'aient pu assister à leur procès. Laurent Gbagbo a été condamné pour l'affaire dite du braquage de la BCEAO. Guillaume Soro a quant à lui été condamné en avril dernier pour recel de détournement des biens publics. Georges Arnian-Wenyi, proche de Laurent Gbagbo, a attribué cette radiation à des manœuvres juridico-politiciennes après avoir déposé le dossier de candidature de son mentor à la CI. Même son de cloche du côté du camp de Guillaume Soro.
Passation de pouvoir entre le gouvernement sortant de M. Fahi Fahi et l'équipe de M. Hichem Mechichi à Carthage en Tunisie. M. Fahi Fahi est revenu lors de son allocution sur les circonstances ayant mené à la chute de son gouvernement. Le chef du gouvernement sortant a mis en garde contre le délitement de l'État gangréné selon lui par la corruption et le corporatisme. Le nouveau locataire de la Kasbah, Hichem Mechi, a évoqué 5 priorités socio-économiques, dont la lutte contre la pauvreté et la protection des catégories vulnérables sinistrées par la pandémie de coronavirus. Le gouvernement Mechichi a obtenu la confiance du Parlement lors de la séance plénière tenue mardi soir avec 134 voix pour, 67 contre et sans aucune abstention sur un total de 201 députés présents. En RDC, on annonce l'arrestation de Christian Ngoye Kenga, le commandant du bataillon Simba, impliqué dans le double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana en 2010. Officier de l'armée avant d'être versé dans la police, il est cité dans plusieurs affaires ténébreuses. Les plus importantes étant la répression dans le Congo central contre les adeptes du mouvement Bundu-Dia Congo en 2008 et le double assassinat en 2010 de Floribert Chebeya et Fidel Bazana de la voix de sans voix pour les droits de l'homme. Pour échapper à la justice, l'homme avec certaines complicités avait été exfiltré de Kinshasa. Installé à Lumumbashi, le major Christian Ngoy a même obtenu une promotion en grade. Il est désormais colonel. Il a également eu le temps de faire des études universitaires en droit. Un autre fugitif, Paul Mulamboué, réfugié en Belgique après être passé par le Sénégal, s'est lui livré à la justice et demande à être extradé vers la RDC pour dire toute la vérité sur les meurtres des 2 défenseurs des droits de l'homme au siège de l'inspection générale de la police nationale. Des faits dont il dit avoir été témoin oculaire et pour lesquels il accuse Christian Ngoy et le général John Numbi. Enfin, au Rwanda, la fille de Paul Rusesabagina lance un appel à l'aide pour obtenir la libération de son père. Elle dit qu'elle pense qu'il a été enlevé à Dubaï. Les autorités rwandaises ont annoncé lundi que M. Rusesabagina avait été arrêté en vertu des mandats internationaux pour avoir dirigé des mouvements terroristes. Sa fille a déclaré à la BBC que cette allégation est fausse. Paul Rusesabagina, qui est issu du groupe ethnique Hutu, est devenu célèbre après que le film Hôtel Rwanda de 2004 a décrit ses efforts pour sauver des centaines de Tutsis dans son hôtel pendant le génocide en 1994. Environ 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été tués pendant le génocide. Ils ont été tués par des extrémistes Hutus qui ont été chassés du pouvoir par Paul Kagame et son front patriotique rwandais dominé par les Tutsis. C'est ainsi que s'achève cette édition d'information de ce vendredi 4 septembre 2020 que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Ne quittez pas d'un moment à l'autre. Vous pourrez suivre le journal en langue nationale Bamanankan avec Mme Bertie Kafouné Bachili. Quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent début de week-end en compagnie du programme de Cherifla TV. À très bientôt.